Dans un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Dit-il que je travaille loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 26 janvier 2026. Nous sommes donc au lendemain du banquet républicain organisé par les libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, qui s'est déroulé hier à la maison de quartier Saint-Martin et qui a rassemblé 34 convives pour donc ce banquet républicain qui a été l'occasion de passer d'excellents moments et également d'avoir quelques échanges extrêmement sérieux sur la situation et sur les activités du groupe Fred Zeller. Nous y reviendrons dans de prochaines chroniques. Pour aujourd'hui, je voudrais commencer par lire un communiqué de presse qui est titré « Il faut en finir avec la loi Debré ». C'est un communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée. Et ensuite, je reprendrai la présentation du dernier numéro de l'Idée libre, qui est consacré au texte fondateur de la loi de 1905. Et ces documents importants figurent donc dans ce nouveau numéro d'Idée libre. Je vous lirai L'heure de la séparation. C'est un texte de Aristide Briand, et le début, parce que je ne pense pas avoir le temps pour en lire la totalité, d'un texte de Jean Jaurès, École et laïcité, et qui va lui-même introduire un sujet important sur lequel la libre pensée, la Fédération nationale de libre pensée travaille, et également au plan de notre département de Dordogne, les libres penseurs de Dordogne du groupe Fred Zeller. Alors, ce communiqué de presse, le voici. Il faut en finir avec la loi Debré. Le dossier d'accusation du financement public de l'enseignement catholique sous contrat ne cesse de gagner en épaisseur. Sous la pression des constats accablants, consignés dans les rapports rendus publics par la Cour des comptes en juin 2023 et la mission parlementaire d'information en avril 2024, face aussi à l'indignation suscitée par les affaires mises au jour, en dépit de l'omerta imposée par l'Église romaine, de violences physiques et ou sexuelles commises sur des élèves, l'État aurait contrôlé récemment 850 établissements confessionnels, selon le ministre de l'Éducation nationale, M. Édouard Geffray. Par ailleurs, contraint de recadrer le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, M. Guillaume Prévost, un croisé provocateur revendiquant la prière en classe et une rallonge de 900 millions d'euros au titre de la loi Debré. Ben voyons. Le journal en ligne Médiacité, implanté à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse, a analysé 42 des rapports d'inspection qu'il a pu se procurer. La conclusion de son étude est sans appel. L'enseignement catholique sous contrat, repu de contributions publiques couvrant 3/4 de ses dépenses, méconnaît ses obligations et met tout en œuvre pour défendre de façon systématique son caractère propre, c'est-à-dire prosélyte. Le quotidien en ligne Mediapart, qui rend compte des investigations conduites par son confrère, brosse un sombre tableau d'un cléricalisme scolaire parfois grotesque lorsqu'il va jusqu'à bénir les sacs des élèves. Citation. À l'internat, la Maison française accuse Lamotte, dans l'Oise. Le rassemblement matinal des élèves se termine systématiquement par un temps de prière. Dans l'école primaire Sainte-Bernadette, à Beauvais, dans l'Oise, des coins prières sont installés dans les classes. Au collège Saint-Germain de Charonne, à Paris, 20e arrondissement, la présence de tous les élèves est requise à la messe de rentrée afin de placer l'année scolaire sous la protection divine. Pour les écoliers de l'institution Saint-Joseph à Château-Thierry, Aisne, l'année débute par une cérémonie de bénédiction des cartables. Et le rapport se poursuit. Le manquement le plus récurrent concerne l'enseignement du catéchisme et du temps de culture religieuse. Afin de respecter la liberté de conscience de l'ensemble des élèves, ces deux enseignements doivent demeurer facultatifs, mais dans les faits, au moins l'un des deux est le plus souvent obligatoire. Sur les 40 établissements confessionnels de notre échantillon, seuls 4 n'ont fait l'objet d'aucune remarque des inspecteurs à ce sujet. Fin de citation. Il y a quelques semaines, Médiacité Nantes avait également rendu publique l'existence de 107 plaintes
déposés par d'anciens élèves victimes de sévices dans des établissements catholiques de Loire-Atlantique, tout particulièrement du collège-lycée Saint-Stanislas de Nantes. Cet établissement fonctionne toujours et ne paraît pas menacé de fermeture. En revanche, l'enseignement catholique hésite sur le sort à réserver à l'internat de Bétharram, un lieu en proie pendant des décennies à la prédation sexuelle et aux châtiments inhumains infligés à des mineurs par des prêtres et des laïcs. D'un côté, le 22 janvier 2026, le président de la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, donc FNOGEC, annonçait la fermeture de l'institution Bétharram. De l'autre, le secrétariat général de l'enseignement catholique, SGEC, démentait cette information. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, dans le monde catholique français, rattrapé par ces crimes. La Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, propose de mettre tout le monde d'accord. Outre la poursuite devant les juridictions répressives des auteurs d'agressions sexuelles ou de violences physiques commises sur des mineurs, elle préconise d'abroger toutes les dispositions issues de la loi du 31 décembre 1959 et de mettre en extinction, au cours d'une période de 6 ans, le financement public de l'enseignement privé qui nourrit le cléricalisme, le séparatisme éducatif, au détriment de l'instruction publique et de l'égalité sociale et scolaire, de plus en plus mise à mal, dans le cadre du collectif unitaire initié par la FSU. Pour la défense de l'école publique, la Fédération nationale de la libre pensée a rédigé un plan de sortie du financement public de l'enseignement privé en 6 ans, assorti de 3 propositions de loi pour ce faire. Abrogation de la loi Debré, fonds publics à l'école publique. Voilà, donc ce communiqué de presse est extrêmement important et donc nous reviendrons sur cette initiative avec donc le collectif dont on a parlé et dans laquelle donc la FSU joue un rôle important. Je reviens donc maintenant au dernier numéro de l'Idée libre, cette revue que je cite souvent dans cette chronique. Je trouve que c'est une revue décidément vraiment très importante, et pas seulement pour les militants de la libre pensée, mais très largement parce qu'elle donne les éléments de réflexion sur ces sujets importants. Alors je vais commencer par lire, je crois que je l'avais peut-être bien lu la semaine dernière, mais ça resitue un petit peu le cadre de ce numéro, l'introduction de Pierre-Yves Bodicom, donc il est nouveau rédacteur en chef depuis le dernier congrès de la libre pensée de cette publication. 1905, retour au texte. Le mois de décembre 2025 marque les 120 ans de la loi de séparation des églises et de l'État. On ne compte plus les détournements et travestissements de cette loi de liberté à jamais odieuse à tous les tyrans et à tous les partisans d'une idéologie d'État. Entre la loi de 1905 et la loi liberticide de 2021, éhontement présentée comme une loi de fortification des principes de la République, il faut choisir, et nous avons choisi. Gageons qu'en pleine période de délitement autoritaire et xénophobe de la très cléricale Ve République, le régime déliquescent ne fera rien pour rendre justice à la loi de 1905 qu'il bafoue en feignant de l'honorer. Mais la loi de séparation reste une promesse d'émancipation individuelle et collective, et elle n'a pas besoin de l'hommage des princes et des courtisans. Il lui faut l'hommage des partisans de la liberté, et c'est bien le sens du meeting laïque national et international qui a été organisé à Japy le 6 décembre 2025 par celles et ceux qui sont restés attachés à l'esprit de 1905. Cette loi a d'abord été écrite par des libres penseurs. Elle s'est nourrie de débats internes à la libre pensée, tant au plan national qu'au plan international. C'est pourquoi le dossier central de ce numéro est consacré à documenter l'esprit de 1905, en donnant accès à des textes fondamentaux contemporains de l'écriture de la loi. Nos premiers contributeurs, Jean Jaurès, Aristide Briand et Ferdinand Buisson, qui décortiquent l'objet de la loi et sa finalité politique. Cette documentation permet de comprendre que dès le départ, la laïcité était le lieu d'une bataille politique entre les représentants de différentes acceptions. Celle qui a prévalu en 1905 s'opposait à une lecture autoritaire promouvant la sécularisation de la société par l'État lui-même via le contrôle public des cultes. Cette vision séculariste autoritaire était celle de Combes, critiquée par Briand. Elle tentait également certains soutiens de Clémenceau que Buisson met en garde dès 1906 contre la tentation de la persécution des prêtres catholiques récalcitrants. Mais surtout, comme le montre l'article de Jean-Marc Schiappa sur l'Algérie, cette conception autoritaire fut directement mise en œuvre dans les colonies.
La séparation de 1905 resta aussi une promesse inachevée, un produit de la Troisième République, avec ses angles morts et ses insuffisances. Il restait donc à la libre pensée et au bloc laïque conséquent à continuer le combat pour l'émancipation intégrale. La séparation est universelle dans son aspiration, nationale dans sa forme et son histoire. Les auteurs de la loi le savaient bien et ont accordé une place importante à la dynamique internationale de la libre pensée. Outre les considérations d'Aristide Briand sur cet aspect, le présent numéro reproduit un article méconnu écrit en 1904 par l'anthropologue féministe et libre penseuse Alexandra David-Néel sur l'État et les cultes au Japon. Enfin, le dossier reprend la dimension internationale de la question laïque à partir de 2 études de cas, le Portugal et les États-Unis d'Amérique. Voilà donc la fin de la présentation de ce numéro de l'Idée libre par son rédacteur en chef, Pierre-Yves Modicom. Voici donc le premier texte que je vous propose, L'heure de la séparation par Aristide Briand. Le débat parlementaire sur la loi de séparation s'est ouvert le 4 mars 1905 par la présentation du volumineux rapport de la commission préparatoire. Le texte, coordonné et présenté par Aristide Briand, retrace l'historique des liens légaux entre l'État et les cultes en France et présente les différents concepts de la séparation entre lesquels la Chambre des députés devra trancher. Nous en reproduisons ici la conclusion. Et voici donc ce que dit Aristide Briand. Ce n'est plus l'heure d'insister sur les considérations théoriques qui militent en faveur de la séparation des Églises et de l'État. Elles ont été abondamment et de tout temps produites par des écrivains et des orateurs dont on essaierait vainement de dépasser ou même d'égaler l'éloquence. Aujourd'hui, il n'est plus personne pour contester sérieusement que la neutralité de l'État en matière confessionnelle ne soit l'idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie surtout, dont toutes les institutions ont pour base le suffrage universel, c'est-à-dire le principe de la souveraineté du peuple. Le maintien d'un culte officiel est un tel défi à la logique et au bon sens qu'on a le droit de se demander comment la République française a pu, pendant 34 ans, s'accommoder de ce régime équivoque. C'est que, plus forte et plus décisive que toutes les raisons de principe, les considérations de fait ou d'opportunité ont toujours prévalu jusqu'ici. Les illusions de la Troisième République. Depuis l'avènement de la Troisième République, les hommes d'État qui se sont succédés au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette chimère, asservir à leur dessein la puissance politique de l'Église. Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat pouvait leur en procurer les moyens. La faculté de suspendre ou de supprimer les traitements, l'appel comme d'abus, surtout le droit de faire des évêques leur paraissait des prérogatives énormes au service de la République. On a vu, par l'histoire de ces 30 dernières années, combien sont restées inefficaces aux mains des gouvernements républicains ces prétendues armes concordataires. Elles n'ont jamais pu faire obstacle aux heures décisives, c'est-à-dire chaque fois que la République a été en danger ou qu'elle a entrepris la réalisation d'un progrès laïque aux tentatives d'insubordination du clergé français et de ses chefs. Le préfet Violet, entre guillemets, a rarement pardonné à ce régime les brigues humiliantes du curé d'antan, et toute occasion lui a été bonne pour essayer de faire oublier à Rome les excès de zèle concordataire du candidat à la mitre. Si la République a vécu, si elle a progressé, c'est malgré l'Église, contre ses efforts, et grâce à l'indifférence religieuse qui, croissant de jour en jour, a fini par rendre ce pays impénétrable aux excitations du clergé. Cependant, malgré toutes les leçons du passé, peut-être les rapports officiels entre les Églises et l'État eussent-ils duré encore au-delà de toute prévision si des événements n'avaient surgi dont la force brutale a changé brusquement le cours des choses. Ce que n'aurait osé la timidité gouvernementale ou parlementaire. En quelques mois, la foi ardente et combative d'un pape audacieux l'a réalisé. Le Concordat, ce pacte sacro-saint devant lequel, pendant 34 ans, avaient capitulé tous les principes républicains, il a suffi à Pidis de 2 ou 3 accès d'absolutisme pour le déchirer et le réduire en miettes. Devant le fait accompli, il fallait bien s'incliner. Le régime concordataire étant aboli, il ne restait plus qu'une issue à une situation devenue intenable, la séparation.
Les républicains les plus modérés ont dû avouer que le problème se posait désormais d'une façon si pressante qu'il devenait impossible d'en ajourner la solution. Votre commission ne croit pas que vous puissiez prendre en considération l'idée de remettre à 1 an, c'est-à-dire jusqu'après les élections générales, toute détermination sur la situation présente. Liée pour un si longtemps, dans les circonstances actuelles, les mains du gouvernement, ce serait, on en conviendra, faire au Saint-Siège la partie belle et facile. Ce serait vouloir mettre la République dans une posture singulièrement humiliante et dangereuse. Faire dépendre du résultat des prochaines élections législatives l'issue du conflit, autant vaudrait offrir une prime à l'agitation cléricale. 1 an d'impuissance imposée au gouvernement de la République, d'émancipation électorale accordée au clergé. Quel est le républicain soucieux des intérêts de ce régime qui oserait envisager sans inquiétude une telle perspective? Puis, sur quoi le corps électoral serait-il consulté? Sur le principe même de la réforme? Mais tous les électeurs républicains sont théoriquement favorables à la séparation. Une réponse par oui ou par non à une question de cette nature ne vous apporterait pas les éléments d'appréciation désirables pour l'étude d'un régime qui voudra surtout par les modalités selon lesquelles il aura été réalisé. Est-ce donc sur ces modalités même que la consultation devrait avoir lieu? Mais chacun reconnaît que le problème est si délicat, si complexe, que ce ne sera pas trop de toute la bonne volonté, de tout l'effort soutenu au Parlement pour le résoudre. Peut-on, raisonnablement, penser qu'en pleine effervescence électorale, le suffrage universel serait à même de prononcer sur cette matière et jusque dans la minutie des détails, le jugement 350 réfléchi que quelques-uns semblent attendre de lui? Tout le monde s'accorde à proclamer que la question doit être posée, discutée et tranchée dans le calme, avec sang-froid. Au sortir d'une période électorale, qui n'aurait pu être qu'effroyablement agitée, la Chambre se trouverait-elle dans les conditions désirables pour aborder l'examen du problème? Il serait puéril et peu digne de vous, dans une aussi grave occurrence, de recourir à des moyens dilatoires pour esquiver les responsabilités de l'heure. Vous êtes des hommes politiques aux prises avec les difficultés d'un problème politique posé par des événements qu'il n'a pas été en votre pouvoir d'éviter. Ce problème, vous avez le devoir de lui donner la prompte solution que comportent à la fois les principes et les intérêts de la République. Et donc, Aristide Briand continue de s'adresser aux députés. Le projet que vous présente la majorité des membres de votre commission est de nature à vous faciliter la tâche. Conçu, discuté, voté dans un large esprit de tolérance et d'équité, il sauvegarde tout ensemble les légitimes et respectables préoccupations des consciences, les intérêts des personnes et les droits supérieurs de l'État. Ce n'est pas une œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinée à laquelle votre commission vous demande de vous associer. On y chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de persécution contre la religion catholique. Les 3 cultes reconnus en France y reçoivent un traitement égal. Toutes les dispositions concernant le régime des édifices, celui des associations, les précautions d'ordre public, la situation des ministres leur sont communes. Le projet adopté par votre commission ne s'écarte du droit commun que dans l'intérêt de l'ordre public. Il est bien vrai, poursuit donc Aristide Briand, qu'il édicte des pénalités, plus ou moins sévères, selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l'intérieur des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient entraîner à prêcher la révolte contre l'exécution des lois, contre les institutions publiques ou bien à outrager, à diffamer les agents de l'autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes, cris, manifestations, violences qui pourraient troubler les cérémonies religieuses ou faire entrave au libre exercice du culte. En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute contrainte pour les citoyens de participer de leur denier, sous la forme de l'impôt, à l'entretien du culte, il consacre la liberté de conscience dans la réalisation d'un de ses principes essentiels. Mais, soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis, il assure aux intéressés
des indemnités et des pensions généreusement proportionnées à l'importance et à la durée des services rendus. Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes appliquées à l'usage des édifices religieux. Il rend possible, sans tâtonnement ni heurts, le passage de l'état de choses actuel au régime nouveau. En le votant, vous ramènerez l'État à une plus juste appréciation de son rôle et de sa fonction. Vous rendrez la République à la véritable tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Église ce qu'elle a seulement le droit d'exiger, à savoir la pleine liberté de s'organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois et de l'ordre public. Voilà donc la fin de la conclusion du discours d'Aristide Briand, rapporteur de la commission préparatoire à la loi de 1905 et s'adressant donc au Parlement, aux parlementaires. Voilà. C'était donc ce premier document. Le deuxième, pour lequel je n'en lirai, je pense, qu'une première partie, est un texte de Jean Jaurès. Et voilà la présentation donc de ce texte de Jean Jaurès. L'école laïque, creusée d'une république sociale et démocratique, la laïcité, pari des libres penseurs pour faire prévaloir une culture du libre examen plus forte que tous les dogmatismes et que la contrainte anti-religieuse, s'il y a bien deux motifs structurants pour le mouvement laïque français, les voilà. Rarement, ces deux idées ont été plus étroitement articulées que dans le discours prononcé par Jean Jaurès lors d'une cérémonie de remise des prix scolaires à Castres le 30 juillet 1904. Nous reproduisons ici les principaux moments de ce discours de Castres. Je rappelle la date, 30 juillet 1904, donc dans les mois qui ont précédé l'examen de la loi de 1905 au Parlement. Voilà ce que dit Jean Jaurès, donc à Castres, donc dans ce discours du 30 juillet 1904. Je remercie votre municipalité, laissez-moi dire la nôtre, de n'avoir donné, dans cette fête des écoles laïques, l'occasion de dire une fois de plus que l'éducation rationnelle et scientifique du peuple est un besoin essentiel, une nécessité vitale pour la République. Cette éducation doit être l'objet d'une sollicitude constante, et la communication doit être incessante entre la vie de la nation et la vie de l'école. L'enseignement national, dans une démocratie, n'est pas une forme immobile et figée, ce n'est pas un mécanisme monté une fois pour toutes et qu'on abandonne ensuite à son fonctionnement. L'éducation est liée à toute l'évolution politique et sociale, et il faut qu'elle se renouvelle et s'élargisse à mesure que s'élargissent et se renouvellent les problèmes. Déjà, il y a 34 ans, au lendemain des désastres effroyables que le despotisme avait déchaînés sur la patrie, un grand cri s'éleva pour tout le parti républicain. Il faut refaire la France, il faut l'éclairer, il faut l'éduquer. La tyrannie est fille et mère d'ignorance, ou plutôt elle est l'ignorance même, car en subordonnant toutes les volontés à une seule, en résumant toute la force active la force active de la patrie dans une dynastie ou dans une caste, elle rend inutile, au moins dans la conduite de la chose publique, l'intelligence de tous, et c'est une loi de la vie qu'un organe inutile languisse et s'atrophie. Il se peut que, dans des sociétés compliquées où les intérêts privés sont si variés et si ardents, l'intelligence subsiste, appliquée au maniement de ces intérêts, et un observateur superficiel ne constaterait point, tout d'abord, dans une nation serve, une diminution de pensée. Mais l'intelligence de tous, exclue du gouvernement et de la cité et de l'administration de la vie nationale, a perdu tout ensemble son plus haut objet et son plus vigoureux ressort, et, dès que survient une crise, elle ne suffit plus à la force des événements. La liberté républicaine, qui donne à tout citoyen le droit que lui crée le devoir d'intervenir dans la conduite des affaires publiques, qui l'oblige sans cesse à avoir une opinion et une volonté, est donc un incessant appel, en tous les hommes, à la force de la pensée, à la force du vouloir. Elle est donc la grande et universelle éducatrice. Mais cette éducation par la liberté serait insuffisante. Elle investirait les citoyens dans des droits et des devoirs supérieurs à leurs facultés si la nation ne mettait pas tous les citoyens en état de se reconnaître dans la complication des événements et de dégager de la contrariété des égoïsmes le droit de chacun et l'intérêt de tous. C'est pourquoi
L'éducation de tous par la liberté républicaine doit être soutenue de l'éducation de tous par l'école, mais par l'école de la nation et de la raison, par l'école civile et laïque. Oui, c'est là qu'à peine sortis du gouffre criaient il y a 34 ans les républicains et les patriotes. Refaire la France par l'éducation de tous et éduquer tous les citoyens par la République et par l'école, la souveraineté agissante pour tous, la lumière pour tous, la responsabilité pour tous. C'est là, pour appliquer à ces jours tourmentés et tragiques la grande image du Dante, le premier appel jeté par les naufragés, dès que, roulés par la vague, ils abordaient au rivage, tout haletant encore et presque suffoqués. C'est là que, dès 1871 et 1872, sous le double fardeau de l'occupation étrangère et de la réaction versaillaise, Gambetta proposait au pays, en ses discours de Bordeaux, du Havre, d'Angers et de Saint-Quentin et de la Ferté-sous-Jouarre, partout où il portait son admirable apostolat républicain. Et pourquoi ne se bornait-il pas à demander l'instruction pour tous, l'éducation pour tous? Pourquoi voulait-il qu'elle fût civile et laïque exclusivement civile et laïque? On ne l'accusera point, j'imagine, d'être un sectaire, car ceux-là même qui aujourd'hui nous outragent de ce mot, nous tous républicains dévoués à l'œuvre de la laïcité, invoquent volontiers contre nous la largeur de sa pensée et de sa politique. Non, il n'était pas un sectaire. Et il poursuit un petit peu plus loin. Si, au lendemain même de l'orage qui avait bouleversé le sol, il proposait ce programme laïque qui devait soulever nécessairement les controverses les plus violentes et les résistances les plus passionnées, si lui, l'homme de la conciliation nationale, il jetait à la France encore toute meurtrie et déchirée cette formule de laïcité qui allait irriter les divisions anciennes et provoquer des divisions nouvelles, c'est bien que la laïcité de l'éducation était à ses yeux une nécessité nationale, une nécessité utile, la condition même du relèvement de la patrie et de l'institution de la liberté, l'homme, le souffle, la respiration même de la République. Même une société aristocratique, selon lui, si elle ne veut pas languir dans une routine superstitieuse ou se laisser fasciner par des rêves mystiques, si elle veut vivre d'une vie naturelle, moderne, active, doit faire appel à une éducation de laïcité et justifier le privilège de son autocratie, non par l'investiture du pouvoir clérical, mais par l'activité sociale exceptionnelle de cette aristocratie, et pour une société démocratique, à moins qu'elle ne soit laissée, que ce soit laissée envahir et corrompre jusqu'aux moelles, sous prétexte de libéralisme, par les principes de servitude, la question ne se pose même pas. Je vous propose donc d'en rester là pour la première partie de ce discours de Jean Jaurès, donc connu sous le nom de discours de Castres. Et donc, je rappelle la date, 30 juillet 1904. Et donc, nous reviendrons bien évidemment dans nos prochaines chroniques sur ce travail qui est maintenant engagé par la Fédération nationale de la libre pensée et qui nous rappelle donc le communiqué de presse que j'ai lu en première partie de cette chronique. Il faut en finir avec la loi Debré. Les choses vont avancer au plan national et également, je pense, au plan départemental. Un certain nombre d'initiatives sont en cours à ce sujet. Voilà, je vous propose donc maintenant de nous donner rendez-vous pour une prochaine chronique du groupe Fred Zeller. Ce sera comme d'habitude, lundi à 11h30, lundi prochain, et nous serons déjà en février. Allez, une bonne semaine à toutes et tous. Et merci à Antoine qui a assuré la technique de cette chronique diffusée en direct. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Elle tient ton glaive